Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 16 mai 2020 pour le 189e rapport de situation sur le Donbass. Un rapport principalement axé sur la situation militaire et diplomatique, puisqu'avait lieu cette semaine une réunion des groupes de contact au format vidéoconférence, mais aussi sur l'évolution de la situation en Ukraine, où les mesures prises pour contrer le coronavirus ont des conséquences assez inattendues, qui révèlent certaines choses pas très jojo sur ce qui se passe en Ukraine, mais aussi la situation, on va dire, politico-sociétale, lié au fait d'ériger en héros nationaux des collaborateurs de nazis. Sur le plan militaire, du 9 au 15 mai 2020, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 91 reprises, donc on est en hausse par rapport à la semaine passée, durant lesquelles elle a tiré 284 obus de mortier de 120 et 82 mm, là aussi on est en hausse, pour un total de 971 munitions, là aussi on a un score plus élevé que la semaine passée. Il faut y rajouter les 21 violations et les 353 munitions, dont 58 obus de mortier de 120 et 82 mm, tirés par les forces armées ukrainiennes contre les RPD durant les dernières 24 heures. Les tirs de cette semaine en RPD ont blessé 2 civils, je vais y revenir. 14 habitations ont été endommagées, plus 4 durant les dernières 24 heures, ainsi que plusieurs pièces d'infrastructure, entre autres des lignes électriques. La station de pompage de Vassilievka a aussi été endommagée, un bâtiment administratif, un bâtiment de filtrage biologique et un qui abritait les pompes qui permettent à la station de fonctionner ont été endommagés par les tirs de l'armée ukrainienne hier matin. Côté ukrainien, les pertes hors combat de la semaine sont de 7 morts et de 9 blessés. Et puis on continue au niveau déploiement d'armes lourdes par l'armée ukrainienne près de la ligne de front en violation des accords de Minsk, puisque les services de renseignement de l'RPD ont détecté le déploiement de 44 pièces d'équipements lourds près entre autres d'habitations et d'infrastructures civiles, ce qui met les civils qui vivent à côté en danger. Ça revient à les utiliser comme bouclier humain, je signale. Ont été détectés entre autres 3 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm, donc ça c'est pas très bon signe, puisque jusqu'ici, depuis le début du mois de mai, l'artillerie lourde n'a pas été utilisée par l'armée ukrainienne, mais s'ils en déploient près de la ligne de front, il y a un risque qu'ils en viennent à l'utiliser pour tirer sur la République. 5 mortiers de 82 mm, 3 mortiers de calibre indéterminé, 5 systèmes de défense antiaérien, certainement des Zouchka, 8 véhicules de transport de troupes blindées, 16 véhicules de combat d'infanterie et 4 véhicules blindés. Et bien sûr, pour cacher tout ça aux yeux de l'OSCE, l'armée ukrainienne brouille les signaux des drones de l'organisation. Je vais vous montrer une petite carte montrant les endroits où ces brouillages de signaux des drones de l'OSCE ont été enregistrés. Et puisque je parlais donc des victimes civiles, elles ont toutes été faites en à peine 3 jours, entre le 12 et le 14 mai. Comme vous avez pu le voir dans le bilan de la semaine, l'armée ukrainienne continue de viser les zones résidentielles de la RPD, faisant de nouvelles destructions d'habitations et malheureusement de nouvelles victimes parmi les civils. Le 12 mai à 15h50, les forces armées ukrainiennes ont ouvert le feu contre le village de Staromykhailovka à coups d'obus de mortier de 82 mm et de véhicules de combat d'infanterie. Ces tirs ont mis le feu à une maison dont la propriétaire, une femme âgée de 52 ans, a été brûlée aux mains, aux bras et aux pieds en essayant d'éteindre l'incendie. Les soldats de la milice populaire de l'RPD sont venus éteindre l'incendie et fournir les premiers soins à cette pauvre dame. Au total, 3 habitations ont été détruites ou endommagées par ces tirs à Staromykhailovka et 2 autres habitations ont été endommagées à Yasnoye. Ces tirs étaient corrigés à l'aide d'un drone, donc l'erreur de tir ne peut pas être plaidée. Voilà, ça s'appelle un crime de guerre délibéré, je le rappelle. Le 13 mai au soir, c'est le village de Vassilievka, donc où se trouve la station de pompage qui a été prise pour cible par l'armée ukrainienne, à coups d'obus de mortier de 120 et 82 mm et de véhicules de combat d'infanterie. Ces tirs n'ont heureusement pas fait à ce moment-là de destruction ni de victimes parmi les civils. Les destructions à Vassilievka ont eu lieu hier, donc le 14. Dans la soirée du 13 mai, l'armée ukrainienne a tiré 100 munitions de système de défense antiaérien en 2h30 sur le village de Spartak. Là aussi, il n'y a pas eu de victimes civiles, mais bon, tout ça, ça n'a pas eu l'air de suffire aux soldats ukrainiens.
Et donc le 14 mai au matin, de 5h25 à 7h20, l'armée ukrainienne a tiré 20 obus de mortier de 120 mm sur les villages de Zaïtsevo et Pantelejmonovka. Ces tirs ont endommagé 2 maisons d'été à Zaïtsevo et blessé une civile à Pantelejmonovka. La femme a reçu une commotion cérébrale, pas trop forte heureusement, elle a été soignée. Si jusqu'ici, donc comme je le disais, l'artillerie lourde n'a plus été utilisée par l'armée ukrainienne contre la RPD depuis la fin avril, donc ce déploiement de 3 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm dans le village de Stepnoye, donc qui est à l'ouest de Donetsk, moi me fait un peu craindre qu'on risque de les voir être réutilisés sous peu. Et en plus, ces 3 obusiers ont été déployés dans la zone résidentielle du village de Stepnoye. Donc c'est-à-dire, s'ils utilisent cette pièce d'artillerie pour tirer contre les RPD et que nos soldats répondent, on a un risque d'avoir des blessés ou des morts parmi les civils de Stepnoye. Voilà, c'est bouclier humain. Voilà. Je rappelle, ceci est une violation de la Convention de Genève. Voilà, je dis ça, je dis rien, hein, c'est interdit de faire ça, hein, d'installer des armes comme ça dans les zones résidentielles. Et donc je vous parlais de cette réunion des groupes de contact qui a eu lieu cette semaine au format vidéoconférence. Hein. Donc tous ces tirs ont eu lieu sur fond de cette nouvelle réunion. Donc déjà c'est quand même... ça montre bien qu'ils en ont rien à foutre. Une réunion dont le travail n'a pu réellement commencer qu'avec 3 heures de retard, à cause de l'attitude de la délégation ukrainienne qui a dû être recadrée pour la énième fois. C'était déjà un mauvais signal hein, pour cette délégation qui inaugurait son nouveau format élargi. Ouais. Bref. Le comportement des représentants ukrainiens a empêché toute discussion des points à l'ordre du jour du groupe de contact en charge des questions de sécurité. Hein, comme l'a déclaré Alexei Nikonorov, qui est le représentant de la RPD au sein de ce sous-groupe de contact, malgré le fait que la délégation ukrainienne a renouvelé sa composition en présentant un nouveau chef, le vice-ministre de la Défense, M. Polishchuk, elle n'a malheureusement rien pu produire de nouveau dans le travail du groupe. De manière traditionnelle pour les représentants officiels de Kiev, la démagogie et la politisation des questions pratiques n'ont pas permis aux participants des négociations d'entamer une discussion concrète sur le fond d'une question importante à l'ordre du jour. Donc entre autres, c'était les zones de retrait des troupes, hein, les 3 nouvelles zones pilotes. Les représentants donc, ukrainiens ont été aussi incapables de discuter de la nouvelle version du texte qui doit compléter la décision cadre sur le désengagement des troupes. Hein. Donc c'est celle dont je vous avais parlé la dernière fois, où le coordinateur de l'OSCE s'est retroussé les manches pour essayer de faire une compilation des versions de l'Ukraine, de la RPD et de l'RPL pour essayer de trouver un terrain d'entente. Et malgré ce pré-mâchage du travail par l'OSCE, les représentants ukrainiens sont venus les mains dans les poches et ont justifié leur impréparation par soi-disant l'absence d'instructions claires dans le document envoyé par le coordinateur de l'OSCE avant la réunion. Ils ont osé. Résultat, comme l'a déclaré M. Nikonorov, aujourd'hui encore, aucune nouvelle zone de retrait des troupes et des équipements n'a été identifiée, bien que l'échange de propositions et de positions des parties sur tous les lieux discutés ait déjà eu lieu il y a longtemps, et qu'il existe un certain nombre de zones sur lesquelles aucune des parties n'a d'objection. Et il a aussi souligné d'ailleurs qu'au lieu d'avoir un dialogue constructif, les représentants ukrainiens ont préféré rétro-pédaler sur les maigres progrès qui avaient été faits sur ce dossier, et puis sur d'autres aussi. On va y revenir. Puisque suite à cette réunion des groupes de contact qui a eu lieu donc, le 14 mai, l'Ukraine, non seulement ils ont saboté le truc, mais là, ils ont officialisé le fait qu'ils appliqueront jamais les accords de Minsk. Parce que bon, donc, déjà, le sous-groupe en charge des questions de sécurité n'a pas avancé. Mais il n'y a pas eu que ça. Il n'y a pas eu que ça. La délégation ukrainienne a continué le sabotage qui a été commencé lors des réunions précédentes.
D'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères de la RPD a souligné que l'escalade récente qui a fait des blessés parmi les civils, dont 5 enfants, ainsi que les références nostalgiques de la part de l'Ukraine aux propositions de sécurité de 2018 suggèrent que Kiev souhaite poursuivre la politique de Poroshenko, une politique qui a conduit au pire bombardement du territoire de la RPD ainsi qu'à la situation la plus tendue dans le processus de négociation. Et alors que il est extrêmement important de convenir le plus rapidement possible de mesures supplémentaires pour mieux contrôler l'application du cessez-le-feu, les représentants de Kiev ont poussé le processus de négociation jusqu'à l'absurde en prétendant qu'ils n'ont pas reçu les projets de proposition de l'RPD et de l'RPL sur ces mesures. Sauf que c'est pas vrai, puisque lors des précédentes réunions, non seulement ils ont vu les projets de proposition, mais ils ont activement discuté ces derniers, puisque je rappelle, ils avaient enlevé un certain nombre de dispositions parmi les plus essentielles, entre autres l'interdiction de tout type de tir, y compris de sniper, l'interdiction des opérations de reconnaissance et de sabotage, et la nécessité d'une communication opérationnelle. Donc là, je vais vous montrer une petite photo d'un document qui a été publié par Strana, qui montre clairement, en bas du document, effectivement, les parties qui avaient été barrées par la partie ukrainienne. Voilà. Donc, ils s'en cachent pas en plus, hein, les mecs, ils s'en cachent pas du tout. Voilà. Bon, la RPD a rappelé que sa priorité dans les travaux du groupe de contact en charge des questions de sécurité, c'était cette approbation des mesures additionnelles pour renforcer la trêve indéfinie et son contrôle. Mais pour l'instant, l'Ukraine refuse de signer tout engagement écrit qui l'obligerait à respecter le cessez-le-feu. Bah, quand on voit le bilan de la semaine, hein, on comprend pourquoi. Le travail des sous-groupes en charge des questions économiques et humanitaires, ça n'a rien donné non plus, puisque bah, comme ils ont changé de représentant, bah, les nouveaux sont pas familiers avec les dossiers, et donc bah, faut tout recommencer à zéro, comme d'habitude. Bon, ce changement de représentant en cours de route a eu un résultat délétère sur le travail du sous-groupe en charge des questions politiques. Parce que non seulement les nouveaux représentants ont été incapables de fournir une date à laquelle ils pourront soumettre leurs propositions écrites pour intégrer la formule Steinmeier dans la législation ukrainienne, mais leur refus de fournir leur position écrite oblige aussi, là aussi, à tout recommencer depuis le début. Donc on repart à chaque fois à zéro. Voilà. Mais c'est la technique habituelle, hein. Ils changent leurs représentants tous les 6 mois, et comme ça on recommence tout à zéro. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Natalia Nikonorova, la ministre des Affaires étrangères de la RPD, a quand même souligné que malgré la vaste campagne médiatique qui a été lancée par les autorités ukrainiennes concernant la soi-disant efficacité de leur décision de remplacer partiellement et d'élargir la délégation de ces négociateurs à Minsk, en réalité ça n'a permis aucun progrès, et c'était prévisible, hein, puisque comme je l'ai dit, c'est pas la première fois qu'ils changent leurs représentants, mais qu'à chaque fois bah, ça oblige à tout recommencer à zéro, donc on n'a aucune négociation productive. Et elle a dit que dans les conditions du refus de la partie ukrainienne de fournir ses propositions écrites, les nouveaux représentants doivent reprendre les discussions pratiquement de zéro en reconsidérant et en rediscutant ce qui a déjà été discuté auparavant. On fait du surplace. Voilà. Voilà. D'ailleurs, même le travail sur la coordination des règles de travail des groupes de contact, dont je vous avais parlé aussi précédemment, s'est transformé en épreuve de force, hein, puisque la délégation ukrainienne n'a fait aucune proposition qui soit conforme aux accords de Minsk, et comme l'a déclaré Natalia Nikonorova, en conséquence le temps de négociation est consacré non pas à des activités constructives, mais à prouver aux représentants ukrainiens pourquoi telle ou telle proposition est inacceptable. Voilà à quoi nos représentants perdent leur temps. Voilà. Et puis, la ministre des Affaires étrangères de la RPD a quand même appelé l'Ukraine à avancer sur le volet politique des accords de Minsk, qui est entre autres la consolidation du statut spécial du Donbass dans sa constitution. Concernant ce point-là, on a la confirmation officielle que ça ne sera jamais fait. Donc en clair que les accords de Minsk ne seront jamais appliqués par l'Ukraine. Et on le sait via le compte-rendu officiel de la réunion qui a été publié sur le site du président ukrainien. Alors, je me suis farci la lecture totale du texte. Le premier truc qui, moi, m'a choqué, c'est que les délégations de l'RPD et de l'RPL sont complètement absentes de ce compte-rendu. C'est-à-dire, dans ce texte, on te dit que, voilà, il y avait la présence de la Russie, de l'Ukraine et de l'OSCE. Pardon. Déjà, on part mal, hein, parce que je rappelle que les accords de Minsk prévoient que l'Ukraine doit négocier directement avec les deux républiques.
Donc, déjà là, cet effacement montre clairement que l'Ukraine n'a pas l'intention de négocier avec elle, hein, confirmant ce que Yermak avait déclaré début mai à ce sujet dont je vous avais parlé dans le rapport de situation précédent. Et puis comme Kiev n'a pas réussi à imposer son idée délirante hein, de négocier avec elle-même hein, via des représentants fantoches du Donbass, eh ben, elle a carrément effacé purement et simplement les représentants officiels de l'RPD et de l'RPL, qui étaient pourtant bien présents à la réunion. Hop, effacé du compte-rendu. Là, j'ai halluciné. Là, on est dans le délire et le déni de réalité le plus total. Là, on touche le fond. Vous pourriez arrêter de creuser, les mecs, parce que là, c'est pas possible. Je rappelle, les accords de Minsk prévoient que vous devez négocier directement avec l'RPD et l'RPL. C'est pas avec des trucs comme ça que vous allez améliorer la situation. Pas du tout. Voilà. Et puis alors après, donc ça se poursuit en mode, il se passe de la pommade, hein, ils sont en train de s'auto-congratuler. Ensuite, ils enfoncent des portes ouvertes hein, en exigeant un accès sans limite à la mission de l'OSCE et l'accès de la Croix-Rouge aux prisonniers ukrainiens détenus en RPD-RPL. Mais c'est déjà le cas. Vous avez pu le voir d'ailleurs lors de l'échange de prisonniers qu'on a eu fin d'année dernière, où les gars de la Croix-Rouge, voilà, passaient voir chacun des prisonniers en entretien individuel. Enfin... Ça rime à quoi hein? Au lieu de demander ce qui se fait déjà, l'Ukraine ferait mieux de s'appliquer à avancer sur les sujets sur lesquels elle ne fait pas ce qu'elle devrait. Or, de ce point de vue-là, ce compte-rendu est très instructif, là aussi, sur les intentions réelles de Kiev d'appliquer ce qu'elle a signé. Puisque, après, donc, tous ces paragraphes de propagande lénifiante pour faire croire que l'Ukraine pousse pour faire appliquer les accords de Minsk, alors que c'est pas vrai du tout, là, le compte-rendu dérape complètement et montre la réalité de la position ukrainienne. Bon, d'abord en exigeant une fois de plus de récupérer le contrôle de la frontière avec la Russie avant d'organiser les élections dans le Donbass, alors que je rappelle, comme le spécifient les accords de Minsk et la formule Steinmeier, c'est l'inverse, hein, c'est-à-dire c'est les élections d'abord et le contrôle de la frontière après, c'est le tout dernier point des accords de Minsk, hein, ça fait juste 25 fois qu'on vous le dit, et encore je dis 25, je pense que c'est plutôt 35 000. Hein. Bref, c'est quand même voilà, hallucinant. Mais alors là où l'impasse des accords de Minsk devient flagrante, c'est dans la phrase d'après, que je vais vous montrer donc, sur le site du président ukrainien, et que je vous traduis in extenso. Il a dit « Une fois de plus, la partie ukrainienne a exclu la possibilité de faire figurer le statut spécial de l'Ordlo », alors l'Ordlo, c'est en fait ce qu'ils appellent, c'est les RPD et les RPL, hein, dans la constitution de l'Ukraine. Donc, l'Ukraine refuse officiellement d'intégrer le statut spécial du Donbass dans sa constitution. Je rappelle ce que j'ai dit la semaine dernière, le 11e point des accords de Minsk prévoit pourtant cela. Et je rappelle, l'Ukraine a signé les accords de Minsk par 2 fois. Donc, là, au vu de ce compte-rendu, je pense qu'il est temps que la France et l'Allemagne arrêtent de fermer les yeux sur l'évidence, à savoir que l'Ukraine n'appliquera jamais les accords de Minsk, qu'on arrête cette mascarade diplomatique qui ne règle rien et qui ne réglera jamais rien, puisque Kiev refuse officiellement d'appliquer l'un des points centraux du volet politique de ces accords, à savoir l'intégration dans sa constitution du statut spécial du Donbass. Et pour ceux qui avaient besoin d'une ultime preuve que l'Ukraine ne cherche pas réellement à appliquer les accords de Minsk, voilà, vous êtes servis. Ah, les prochains qui disent « Mais si, l'Ukraine me dit qu'elle pousse pour appliquer les accords de Minsk. » Ben non. Ça, le 11e point, là, ils viennent de cracher dessus. Voilà, c'est fait. Et puis on va parler de la situation en Ukraine, où à cause des mesures prises pour contrer l'épidémie de coronavirus, plus d'une centaine de bébés nés de mères porteuses sont coincés en Ukraine, puisque oui, la GPA est légale en Ukraine. Ouais. 46 d'entre eux se trouvent d'ailleurs dans un hôtel de Kiev, où des infirmières prennent soin d'eux en attendant que leurs acheteurs viennent les chercher. Oui, je dis acheteurs et pas parents. Parce qu'à 50 000 $ le bébé, via une mère porteuse ukrainienne, je veux dire, le bébé, là, c'est une marchandise. C'est plus un être humain. Je veux dire, faut désoler. Non. D'ailleurs, cette situation a poussé le médiateur aux droits de l'enfant ukrainien, hein, Mykola Kuleba, a poussé une petite gueulante sur son mur Facebook, où il a décrit l'Ukraine comme étant devenue un magasin international en ligne vendant des bébés. Voilà.
Il a dit la commercialisation et l'autorisation de recevoir un tel service avec des guillemets en Ukraine favorise la vente incontrôlée d'enfants ukrainiens à l'étranger. La situation des nourrissons dans l'hôtel qui a été rendue publique montre une fois de plus la privation des droits des enfants nés de mères porteuses. La naissance d'un enfant loin de sa mère n'est pas naturelle. Ainsi l'Ukraine devient simplement un magasin international en ligne de bébés et nous ne connaissons pas le nombre réel de ces enfants que l'Ukraine fournit, entre guillemets, de cette manière. Selon lui, d'ailleurs, aucun État n'est obligé de fournir des enfants aux familles, d'autant plus quand elles sont étrangères, et que chaque enfant a un droit inaliénable à une famille. Ils disent dans ce contexte, le concept de mère qui a donné naissance à un enfant, mais qui n'est pas sa mère génétique, est omis. Les enfants qui se trouvent actuellement dans un hôtel ont en fait des mères biologiques, qui sont en Ukraine, mais dans le processus d'organisation de la maternité de substitution, donc la GPA, ils sont toujours sans parents, à la fois génétiques et biologiques. Il a souligné que la maternité de substitution, donc la GPA, c'est l'exploitation des femmes dans le but de générer des revenus par des entreprises privées et de répondre aux besoins des adultes, mais que tout cela viole les droits des enfants. Je n'aurais pas su dire mieux. Voilà, c'est le cran au-dessus. Enfin, je veux dire, t'as la prostitution, tu vois, t'as l'esclavage, t'as la prostitution, et puis t'as la GPA. Voilà, c'est le stade ultime. Enfin, je veux dire, c'est de l'exploitation des femmes pauvres. Voilà, l'exploitation de femmes pauvres qui en viennent à louer leur utérus. Voilà, on en est là. Il a dit qu'il est catégoriquement contre la GPA commerciale, que c'est objectiver l'enfant et le transformer en fait en marchandise. Et là-dessus, je suis aussi totalement d'accord avec Monsieur Kouleba. Vous voyez, je peux être d'accord avec des gens en Ukraine. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que les médias occidentaux qui en ont parlé, genre BBC, l'Obs ou TV5, se sont focalisés uniquement sur le problème de la fermeture des frontières qui empêche les acheteurs de venir chercher leurs marchandises, leur bébé. Mais à aucun moment, ils n'abordent le problème éthique et moral posé par cette pratique. Voilà, moi ça me choque. Voilà, il y a des gens que ça choque peut-être pas la GPA, moi ça me choque. Pour moi, c'est de l'exploitation de la femme, pauvre, encore pire que de la prostitution. Je veux dire, là, c'est ignoble, c'est absolument ignoble. En plus, il y a tout un paquet de dérives. Moi, j'ai déjà vu un certain nombre de nouvelles sur ce business très lucratif en Ukraine. Dès que si le bébé a une malformation ou une maladie génétique quelconque, les acheteurs, les fameux parents, soi-disant, abandonnent le bébé. Vous parlez de parents, de parents. Ouais. Si le gamin, j'ai vu l'histoire d'une gamine comme ça qui était née avec des problèmes génétiques graves, genre maladie cardiaque, etc. Ils l'ont abandonnée comme ça, voilà. Et donc la gamine, elle a été abandonnée comme ça en Ukraine. Sa mère porteuse peut pas assumer les frais d'un bébé qui a de tels problèmes de santé. Et les soi-disant parents, les acheteurs, ont refusé la marchandise. C'est tout. Voilà. Ceux qui me disent ouais non c'est des parents, c'est pas des parents. Je veux dire voilà, on en a la preuve. Et c'est pas le seul pays, tous les pays où la GPA est légale, il y a des scandales de ce genre régulièrement avec des enfants qui sont abandonnés parce qu'ils sont trisomiques, parce qu'ils ont une malformation quelconque. Voilà. C'est ça la réalité de la GPA. Et c'est des femmes qui louent leur utérus pour quelques dizaines de milliers d'euros ou de dollars. Voilà. C'est des femmes pauvres dont on exploite la pauvreté de manière absolument sordide. Voilà. C'est ça la réalité. Bref. Et puis, toujours en Ukraine, on a des gros relents de Seconde Guerre mondiale. Puisque le 11 mai, Edouard Dolinsky, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui est le directeur du comité ukrainien juif, a publié sur son mur Facebook une lettre de la police ukrainienne de la région d'Ivano-Frankovsk demandant au chef de la communauté juive de Kolomia la liste des juifs de sa communauté avec leurs coordonnées personnelles. Voilà, je vais vous montrer la lettre. Donc cette lettre qui a été adressée par un officier de police nommé Mikhailo Bank, qui est le chef du département d'enquête stratégique de la police ukrainienne de la région d'Ivano-Frankovsk. On a la demande de la liste de tous les juifs de la ville de Kolomoïa, leur adresse, leur numéro de téléphone portable, ainsi que les adresses et numéros de téléphone des étudiants juifs des universités de la région.
Alors je vous traduis ce qui est demandé. Veuillez nous fournir les informations suivantes concernant la communauté religieuse juive orthodoxe de Colombia, à savoir les statuts de l'organisation, la liste des membres de la communauté avec indication de leurs coordonnées, de leur numéro de téléphone portable et de leur lieu de résidence. Et alors la justification pour une telle demande, c'est la lutte contre le crime organisé international. Prière de ne pas rire. Sauf que, à aucun moment on ne parle d'une enquête particulière. Il n'y a aucun détail qui explique pourquoi la police ukrainienne s'intéresse de si près aux juifs de Colombia et a besoin d'une telle liste. Bon, devant l'absence de détails justifiant une telle demande, le chef de la communauté a souligné que les statuts de cette dernière sont dans le registre national, je pense comme toutes les associations en France ou en Belgique. Il a rappelé que les communautés religieuses sont séparées de l'État et il a refusé de fournir ces informations personnelles demandées, en ajoutant qu'il ne le ferait que s'il y avait un mandat de justice, c'est-à-dire s'il y avait une enquête pénale ouverte pour un cas précis, quoi, enfin vraiment un crime précis. Et si cette lettre qui a été envoyée le 18 février 2020 n'est rendue publique qu'aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, le chef de la communauté juive, il n'a pas pris cette demande au sérieux, parce que la plupart des membres de la communauté sont des personnes âgées et qu'il a reçu aucune nouvelle demande après son refus. Mais Edward Olinsky, lui, il n'a pas du tout pris cette demande à la rigolade. Comme il l'a rappelé sur son mur Facebook, en 1941, les nazis et la police auxiliaire ukrainienne avaient également exigé une liste de tous les juifs leur soit fournie. Pour le directeur du comité ukrainien juif, cette demande est une honte totale et de l'antisémitisme flagrant. Il dit c'est particulièrement dangereux lorsqu'il s'agit d'un organisme chargé de faire respecter la loi et que nous devons combattre ce qu'il fait. Moi, en fouillant un petit peu, j'ai découvert que ce département de la police ukrainienne aurait normalement dû être dissous à l'automne 2019 parce qu'il a été jugé comme étant une structure corrompue par le cabinet des ministres ukrainiens. Et d'ailleurs son chef, le fameux Mikhailo Bank, affiche une richesse personnelle en termes de voitures de luxe et de propriétés foncières qui est très au-dessus de ses revenus officiels. Ça vous donne une petite idée. Mais de manière assez bizarre, l'enquête qui avait été ouverte pour ces histoires de corruption a été stoppée et ce département de la police ukrainienne, loin d'être liquidé, continue de fonctionner et demande même la liste des juifs de Colombia dans ce qui ressemble à un mauvais remake de l'histoire de l'Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, face à ce scandale, il y a un député du parti de Zelensky qui a déclaré que Mikhailo Bank devait être démis de ses fonctions. L'ambassade israélienne a hurlé, résultat des courses, ça y est, ils ont enfin ouvert une enquête à ce sujet. Je ferai pas de commentaire sur le fait qu'il ait fallu que ce soit l'ambassade israélienne qui soulève ce lièvre pour que les autorités ukrainiennes réagissent. Je trouve ça carrément choquant. Il y a une autre affaire, d'ailleurs, où pour l'instant ils ne réagissent pas. C'est à Mariupol, si je ne dis pas de bêtises, où il y a eu un tag antisémite mort aux juifs qui a été tagué sur l'entrée d'un bureau d'un parti politique et où la police ukrainienne a refusé d'enregistrer la plainte en disant qu'en gros il n'y avait pas d'offense, quoi. Voilà. Je pense que c'est assez édifiant. Et donc, comme on peut le voir, l'antisémitisme dans la police ukrainienne, c'est pas lié à une personne en particulier. J'avais déjà tiré, je rappelle, la sonnette d'alarme l'an passé sur le fait que les médias occidentaux, comme Radio Free Europe, essayaient de minimiser les déclarations de plusieurs officiels ukrainiens, dont le chef de la police nationale, qui s'était revendiqué comme bandériste, c'est-à-dire soutenant Bandera, Stepan Bandera et son idéologie. Je rappelle Stepan Bandera, collaborateur des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, dont les hommes ont assassiné des juifs et des polonais par dizaines de milliers et dont l'organisation l'OUN était ouvertement antisémite. Donc quand l'Ukraine fait de Bandera un héros national et que le chef de la police ukrainienne se déclare ouvertement comme bandériste, moi je suis pas étonné de voir un officier de police ukrainien demander la liste des juifs de sa région, comme les hommes de Bandera l'ont fait en 41. C'est ce qui se passe quand on réécrit l'histoire de l'Ukraine et qu'on fait passer des monstres criminels et antisémites pour des héros nationaux, en effaçant tout ce qui pourrait ternir leur image. On se retrouve avec des officiers de la police ukrainienne qui trouvent normal de faire comme leurs prédécesseurs, qui ont collaboré avec les nazis et participé activement à l'Holocauste, en demandant la liste des juifs de leur région. Puisque le chef de ses prédécesseurs est un héros national, y a rien de mal. C'est hallucinant. Voilà. Mais comme le dit le proverbe, un peuple qui oublie son histoire est condamné à la revivre. Et là, l'Ukraine en est le parfait exemple. Et il n'y a pas de réaction de Zelensky, qui, je rappelle, est juif quand même. Donc, ça devrait quand même... Il devrait se sentir un petit peu plus concerné que la moyenne, si tu veux, quoi.
Mais non. Et puisqu'on parle de réécriture de l'histoire, il n'y a pas que l'histoire, la géographie aussi. Hein. Dans les livres scolaires de géographie de 8e classe, donc c'est pendant ce temps-là à Kiev, hein, dans les livres scolaires de géographie de 8e classe, c'est-à-dire pour les enfants en gros de 14 ans, on peut y lire que les ancêtres des Français, des Espagnols, des Portugais, des Juifs et des Turcs venaient de la Galicie ukrainienne. C'est pas une blague. Je vous montre les petits screenshots. C'est pas du tout une blague. Encore mieux, donc le Portugal est écrit en 2 morceaux avec Galles séparées et la France se voit affublée de son vieux nom de Gaule, hein, Gallia, pour essayer de faire croire qu'étymologiquement ces appellations géographiques sont liées au mot Galicie. Alors là, je vous le dis, on est sur du niveau de réécriture de l'histoire et de la géographie, c'est hors compète. Là, on touche le fond. Là, je pense que plus loin que ça, c'est pas possible. Et il faut pas, surtout. Non, on est au même niveau que la mer Noire qui aurait été creusée par les Ukrainiens. Là, c'est hallucinant. Voilà où on est au niveau propagande en Ukraine et réécriture de l'histoire. Voilà. Mais c'est grâce à des réécritures comme ça hein, que vous pouvez voir des officiers de police demander des listes de juifs comme en 1941 sans voir où est le problème. Ou des officiers de police qui refusent d'enregistrer une plainte parce qu'il y a des graffitis antisémites sur la porte d'un bureau d'un parti politique, quoi. C'est... Voilà. Il dit, pour eux, il n'y a pas de crime. Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de délit, il n'y a pas de crime. Tout va bien. Tout va bien. C'est... Voilà. Puis de même que la France et l'Allemagne, passant leur temps à se rallier à cette position débile de l'agresseur russe, refuse de pousser l'Ukraine à appliquer les accords de Minsk, et ben on se retrouve avec l'Ukraine qui te dit officiellement sans rougir qu'ils n'appliqueront pas le point numéro 11 des accords de Minsk. Et j'ai toujours vu aucune réaction, ni de Berlin, ni de Paris. Je rappelle, vous êtes les garants de ces accords. Si vous n'êtes pas foutus de faire votre travail, c'était pas la peine de faire chier pour signer ce papier. Voilà. Parce que pendant que nos soldats se retiennent de tirer, l'armée ukrainienne, elle fait un carton sur les civils. Donc à un moment, il va peut-être falloir arrêter le cirque et la mascarade. Voilà. Je dis ça comme ça. Donc voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation sur le Donbass. Et en attendant, je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine.